Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce deuxième épisode de cette saison 3 du Coin Recherche, qui aura pour but de vous présenter une extension de la correspondance de Robinson-Chested-Nuss via de la combinatoire de type A. À tes souhaits, oui, ça fait beaucoup de terminologie assez compliquée, mais ne vous en faites pas. Comme à chaque saison, mon but sera de rendre les choses le plus limpides possible pour des étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles. L'idée étant, comme d'habitude, de vous sensibiliser à ce que je fais en recherche, ce qu'on peut faire en recherche, en fait, mathématiques, de manière plus générale, et ici, plus tourné sur de la combinatoire et sur tout ce qui est algébrique. Bien, pour vous parler donc de tout ça, il m'a fallu faire un premier épisode où il a fallu introduire un outil qui va être essentiel pour la suite, les partages d'entiers. Je vous avais donc introduit les partages d'entiers, je vous avais introduit aussi quelques outils liés aux partages d'entiers qui eux aussi vont être essentiels pour la suite. Et puis je me suis amusé à parler de quelques petits résultats sympas à connaître sur les partages d'entiers, notamment autour de la série génératrice des partages d'entiers. Et ce joli résultat qui permet d'aider à l'énumération des partages de taille n. On avait également parlé d'une jolie bijection entre des partages où toutes les parts sont de taille impaire et les partages où toutes les parts sont de taille distincte. Et on avait vu deux façons de prouver cette bijection, l'une utilisant des séries génératrices d'énumération de ces objets, et l'autre une bijection assez directe entre les partages. Aujourd'hui, je vais avoir besoin d'abord de ces choses que je vous avais introduites dans ce premier épisode et je vous invite fortement à aller y jeter un coup d'œil à cet épisode 1 qui est sorti il y a quelques semaines de ça pour pouvoir mieux appréhender et mieux comprendre ce qui va être dit dans cet épisode-là et en fait dans tous les prochains épisodes car en effet la notion de partage entier ça va être central sur la suite. Donc c'est vraiment important que vous ayez en tête ce que sont les partages entiers et globalement 2-3 idées autour des partages entiers que je vous avais émises dans ce premier épisode. On va aujourd'hui plus précisément rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais vous introduire ce qu'est en fait la correspondance de Robinson-Chested. Dans le titre, on parle de correspondance de Robinson-Chested-Nuss et en fait cette correspondance dans le titre c'est une généralisation de la correspondance que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc il va être assez important de comprendre le fonctionnement de cette correspondance pour mieux comprendre et mieux appréhender aussi la notion de la correspondance généralisée appelée Robinson-Chested-Nuss. Bien, et donc pour pouvoir vous présenter, il va falloir que je vous introduise un nouvel outil sur les partages entiers qui s'appelle les tableaux de Young standard. Mais permettez-moi d'abord de vous mettre vraiment sous les yeux l'objectif d'aujourd'hui. J'aimerais vous présenter donc une famille de bijections qui donc s'appelle la correspondance de Robinson-Chested. Cette famille de bijections va être indexée par les entiers naturels non nuls. Je vais noter RSN, cette bijection, et elle va partir des permutations de 1n, donc les fameuses bijections de 1n vers 1n, vers ce qu'on appelle les paires de tableaux. Ouais, il faut faire un choix sur l'écriture. Tableau de Young standard de même forme et de taille M. Et donc comme vous l'aurez compris, il va falloir vraiment que je vous parle de ce que sont les tableaux de Young standard si vous voulez en comprendre le maximum sur cette bijection. Et donc, le plan pour aujourd'hui sera de vous présenter ce que sont les tableaux de Young standard, ensuite de vous montrer quelques résultats d'énumération autour de ces tableaux de Young standard qui peuvent être assez sympas à connaître, puis je vais vous donner la bijection qui se cache derrière cette correspondance. Je vais énoncer le résultat principal qui dit que c'est une bijection et essayer d'expliquer pourquoi en effet ça forme bien une bijection. Et puis, une fois que tout cela sera fait, j'aimerais terminer avec un résultat d'énumération assez rigolo qui est en lien avec de la représentation des groupes, notamment les représentations du groupe SM. Bref, maintenant que je vous ai fait ce plan, on est parti et je vais démarrer avec les tableaux de Young. Standard. Alors, lors du premier épisode de cette saison 3, je vous avais introduit une façon, ou même plusieurs façons, de représenter des partages. On peut prendre des ensembles finis dans n étoiles carrées, donc n étoiles croix n étoiles, et ces ensembles finis doivent vérifier quelques petites
propriétés pour s'assurer que c'est bien lié à un partage. On a vu différentes façons de les dessiner. Il y avait la convention française, la convention anglaise et la convention russe. Pour être en accord avec ce que j'ai déjà écrit en article concernant les choses que je vous expose aujourd'hui, je vais utiliser la convention anglaise. On peut me râler dessus, hein, car évidemment, comme j'ai fait mon doctorat au Québec et notamment à l'UQAM, la convention est plutôt de prendre les partages sous un format français, hein, donc de dessiner les diagrammes de Ferrer avec la convention française, mais c'est simplement pour être en accord avec l'article. Et puis bon, j'ai quand même eu un petit peu plus l'habitude de manipuler la convention anglaise que la convention française, qui est peut-être un comble pour avoir fait mon doctorat au Canada. Bref, c'est un choix. Vous pouvez vous plaindre si vous le souhaitez en commentaire, mais bref. Voilà, c'est un choix que je vais faire et je vais m'y tenir à partir de maintenant et ce jusqu'à la fin de la saison 3. Mais sachez qu'il existe d'autres conventions de partage et ça peut être chouette, hein, de dessiner les partages, et ça peut être chouette au moins de le savoir. Alors je vais dessiner un partage. Donc un partage, ça va être donc un ensemble de cases qui vérifie quelques propriétés. Donc je vais prendre quoi comme partage? Alors j'ai envie de prendre... Je peux faire d'autres exemples, hein, bien sûr, mais... Je vais essayer de faire cet exemple-là. Voilà. Donc prenons ce partage, hein, ce diagramme, qu'on lit comme cela, les I sur les colonnes et les J, les I en suivant les lignes et les J en suivant les colonnes, un peu comme pour une matrice, d'accord. Mon partage ici, c'est la représentation que je viens de faire, c'est le partage en fait 5, 4, 2, 1. Hein. Donc on compte le nombre de cases qu'il y a pour chacune des lignes. Voilà le partage que j'ai considéré. Et donc ce partage peut se voir comme un ensemble de cases. Okay, et donc en fait, un tableau de Young standard, ça n'est rien d'autre qu'une bijection. Donc en fait, c'est une définition si vous voulez. Donc si je vois lambda comme un ensemble de cases, avec quelques propriétés dont j'ai déjà parlé, mais je vais les rappeler d'ici quelques instants si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, le cœur m'en dit de vous le rappeler, parce que bon, on ne sait jamais, ça peut être utile. Donc la définition, c'est en fait de voir un tableau standard de Young comme étant en fait une fonction bijective qui va aller des cases vers les entiers naturels de 1 à n, où n, c'est en fait la taille du partage lambda que je rappelle être la somme des lambda i. Donc lambda 2 jusqu'à lambda k. Donc ça c'est la taille. Donc la taille de lambda c'est ce truc là. Et ici dans cet exemple, la taille, on fait la somme des entrées et on obtient 12. Donc là ici, la taille c'est 12. Mais cette bijection, elle doit vérifier quand même quelques petits trucs. Et c'est là où il faut avoir en tête à quoi ressemblent ces cases-là. Donc ces cases-là, c'est en fait un ensemble de paires IJ qui vérifie certains critères, et notamment, on veut que I soit, que cette case-là apparaisse si et seulement si lambda, donc I ça correspond au lambda I, d'accord, et on veut que le J soit plus petit que lambda I, donc J soit inférieur ou égal à lambda I. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut le définir. Et en fait, de manière plus générale, un diagramme de Ferrer correspond à un partage si et seulement si, pour chacune des cases IJ, on peut assurer que toutes les cases KL, pour n'importe quelle case IJ, et bien pour toute case KL, où K est inférieur ou égal à I et L inférieur ou égal à J, et bien ça aussi, donc si lui est dans le diagramme de Ferrer qu'on va appeler Ferre lambda, alors lui aussi, et dans le diagramme de Ferrer. Donc ça veut dire que si j'ai cette case-là, je dois avoir tout le rectangle. Voilà. Donc c'est ça le genre de propriété qu'on doit respecter. Et donc pour un tableau, donc si je reviens maintenant à la définition de tableau de Young standard, on a des bijections du nom de toutes les cases vers les entiers de 1 jusqu'à la taille de lambda, telles que, eh bien, si justement j'ai I, J et K, L tel que I est supérieur ou égal à K, L est supérieur ou égal à... pardon, pas L. J est supérieur ou égal à L. Donc si j'ai ça, alors
f de ij doit être strictement plus grand que f de kl. Donc il y a un truc qui va être tout de suite imposé, c'est que par exemple cette case-là, donc je dois remplir mon partage avec que des nombres qui vont de 1 à 12. Hein. On a vu que la taille de ce partage c'est 12. Donc il faut remplir de 1 à 12 toutes les cases, hein. C'est comme ça qu'on peut voir la fonction. Et il faut remplir de façon à ce que ce soit strictement croissant selon les colonnes et strictement croissant selon les lignes. Hein. C'est ça que ça signifie ce truc-là. Donc à cause de la stricte croissance de la fonction suivant les lignes et les colonnes, on n'a pas trop de choix sur la valeur qu'on doit mettre sur cette case-là. Ça va être obligatoirement 1. On n'a pas le choix. Et puis après, petit à petit, on va avoir des choix. Là, par exemple, pour le 2, j'ai deux choix possibles. Soit je le mets dans cette case-là, soit je le mets dans cette case-là. Donc là, je vais décider de le mettre là. Puis 3, je peux le mettre ici ou ici. Ou, alors, à vrai dire, je peux me poser la question, est-ce que je le mets ici? Mais la réponse, c'est que je ne peux pas le mettre ici, parce que sinon, je dois mettre une valeur plus grande que 3, strictement ici. Donc ça ne va pas aller. Donc je suis obligé de mettre 3 soit ici, soit ici. Et là, je vais décider de le mettre ici. 4, je peux le mettre soit ici, soit ici, soit ici. Je vais le mettre ici. 5, je vais le mettre... allez, on va le mettre là. 6, je vais le mettre là. 7, 8, allez, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, je viens de vous donner un exemple de tableau standard de Young. Donc, d'ailleurs, on n'écrit pas comme ça, on écrit SYT. Hop, hop, du partage lambda, donc du partage ici lambda qui est le suivant. Donc on va noter comme cela les ensembles de tableaux de Young standard de forme lambda. Donc c'est tous les tableaux de Young standard de forme. Donc la forme en fait c'est le partage sous-jacent. Hein. La forme d'un tableau de Young standard c'est en fait juste le partage sous-jacent. Bien, donc maintenant que je vous ai donné la définition, on va la manipuler un petit peu. Je vais vous donner un exemple et puis je vais vous demander, ça va être un exercice. Donc prenons le partage suivant. Un petit partage. Je vous propose de regarder ce partage-là que je vais appeler mu. Donc mu en fait c'est le partage 2, 2, 1. Et exercice que je vous propose, déterminez-moi tous les tableaux de Young standard de ce partage. Voir si vous avez bien compris la définition. Je vous laisse faire une petite pause si vous voulez vous y essayer. Ok, j'espère que vous aurez réussi. C'est vraiment pas un exercice très difficile si vous avez bien compris la définition. Alors normalement, vous devriez finir avec 5 partages. Enfin 5 partages, 5 tableaux de Young standard, c'est ça que je veux dire. Donc les 5 partages, enfin ces 5 tableaux de Young standard qu'on doit trouver sont les suivants. On a celui-ci. On a celui-là, donc on va avoir, on va dire 1, je peux toujours laisser 2 ici et décider, alors le 3 du coup j'ai pas le choix, donc je suis obligé de mettre le 3 ici. Je peux mettre le 2 ici par exemple, 4, 5, donc j'ai ça. Je peux aussi décider de garder le même point de départ, mais j'échange le rôle de 4 et 5. Donc j'ai 1, 2, 3, 5, 4. Ensuite, est-ce que j'ai loupé un truc? Je réfléchis. Normalement, pour l'instant, non. Je peux échanger ces deux-là aussi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, alors, est-ce que j'ai terminé? Normalement, il en manque un. Alors, réfléchissons. Ah non, j'ai dessiné 2 fois le même déjà. Ça va pas là? J'ai dessiné 2 fois le même. Voilà. Et voilà le dernier que j'ai manqué. Donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on pouvait dessiner celui-là aussi. 1, 2, 3. Donc en fait on peut mettre 1, 2, 3 sur la même colonne. Et puis 4 de ce côté-là. Et le 5 n'a pas d'autre choix que de se trouver ici. Donc voilà, j'ai réussi à trouver les 5. Alors pourquoi je sais que c'est 5? Alors vous pouvez me dire, oui j'ai préparé le truc en amont. Pas tort. Mais il y a une formule en fait d'énumération. Une jolie formule d'énumération. Alors, il faut juste que je vous rappelle une petite définition.
Je vous rappelle la définition de longueur d'équerre. Avant de vous donner le résultat. Alors, ce qu'on appelle longueur d'équerre, qu'on va noter H lambda de la case IJ. Donc, si je vous donne, je vais le faire sur l'exemple. Je pense que ça sera beaucoup plus compréhensible qu'autre chose. Donc, si je le fais sur l'exemple, la longueur d'équerre, c'est en fait, vous prenez votre case et vous dessinez une équerre. Donc, c'est-à-dire, vous allez prendre toutes les cases qui se trouvent sur la même ligne. Vous allez prendre toutes les cases qui se trouvent sur la même colonne. Et vous comptez le nombre de cases que vous avez. Ici, j'en ai 4. Donc, ça veut dire que la longueur d'équerre H lambda de 1, 1, enfin, mu, d'ailleurs, je devrais l'appeler mu, parce que mon partage, il s'appelle mu. Donc, H mu de 1, 1, et bien, c'est donc 4. Alors maintenant, si je fais le même partage, mais dans lequel je vais directement écrire les longueurs d'équerre de chacune des cases, hop, je vais avoir le résultat suivant. Ici, j'ai 4. Ici, je vais avoir 2. Ici, je vais avoir 3, 1, 1. Donc voilà, là, j'ai mis les longueurs d'équerre de chacune des cases dans mu. Et donc, le résultat, un résultat d'énumération très joli, qui s'appelle la Hook-Length Formula. Donc, c'est la formule des longueurs d'équerre. Donc appelé Hook-Length Formula, hein, ça c'est le vrai nom. Hook-Length Formula. Dit la chose suivante, si vous voulez compter le nombre de tableaux standards de Young de forme lambda, il vous suffit de faire le calcul suivant, n factoriel divisé par le produit sur toutes les cases, donc pour IJ dans fer de lambda, dans le diagramme de FR, des Hook-Lengths. Il vous suffit de faire ce calcul. Et en faisant ce calcul, vous allez obtenir la valeur du nombre de tableaux standards de Young de forme lambda. Alors je le fais sur cet exemple, hein, vous allez voir que ça va tout seul. Ici, la longueur de mu, c'est 5. Hein. Je pense que si vous faites la somme des parts, le nombre de cases, si vous comptez le nombre de cases, c'est 5. De toute façon, c'est facile de s'en rendre compte, on va jusqu'à 5 hein, pour la bijection, donc ça va vite. Eh bien, dans mon exemple ici, le nombre de tableaux standards de Young de forme mu, ça va donc être 5 factoriel sur le produit des nombres qui apparaissent dans toutes les cases ici. Donc on va avoir 4 fois 2 fois 3 fois 1 fois 1. Et en simplifiant, 5 factoriel c'est 5 fois 4 fois 3, blabla. Donc il n'y a qu'un seul terme qui ne va pas simplifier, c'est le 5. Donc voilà. Pas mal, hein? Alors là, pour cet exemple-là, si vous voulez, hein, si c'est pas encore très clair sur la formule, je vous donne aussi en 1000 combien on va avoir de tableaux de Young standard de la forme lambda ici. Donc on va faire le même exercice. Je vous invite à faire une pause encore une fois, hein, ça peut faire un petit exercice pour vérifier si vous avez compris ce qui se passe. Alors je ne vais pas vous faire la preuve de la formule, hein, parce que bon, voilà. Ça se fait, hein, c'est une preuve Alors, il y a plusieurs preuves. Il y a une preuve probabiliste, il y a une preuve d'énumération directe. Mais bon, ça serait très long à faire et j'ai pas envie que qu'on passe des heures à faire une preuve. Donc, ici, je ne vais pas faire la preuve de ce résultat, mais je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil si ça vous pique la curiosité. Bref, maintenant, je vais faire les longueurs d'équerre de chacune des cases juste pour voir combien de tableaux de Young standard on peut faire pour ce lambda-là, 5, 4, 2, 1. Donc, pour le fun, ici, on va avoir 4, 4 et 4, 8. Ensuite, là, on a 4, 4 et 2, 6. Ensuite, 4, 3, 1. Ensuite, ici, on va avoir 3 et 3, 6. Ici, on a 4. Ici, on a 2, 1. Ici, on a 3, 1, 1. Ok, et donc il faut faire, si je veux le nombre de tableaux de Young standard de forme lambda ici, il faut que je fasse 12 factoriel divisé par le produit de tous les nombres, donc 8 fois 6 fois 4 fois 3 fois 6 fois 4 fois 2 fois 3. Bon, j'enlève les fois 1 hein, parce que c'est pas très utile. Hein, vous serez d'accord avec moi, j'espère. Donc, alors maintenant, si je veux simplifier tout ce que j'ai là,
Alors, je vais écrire le 12 factoriel autrement pour qu'on voit bien ce qui se passe. Hein. Donc j'ai 12 fois 11 fois 10. Donc fois 10, fois 9, fois 8, fois 7, fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2. Donc si on commence à simplifier un petit peu, on va avoir en effet le 2 qui s'en va, le 3 qui s'en va, le 4 qui s'en va, un 6 qui s'en va. On a quoi d'autre? Faut pas faire de bêtises. Donc j'ai un... Alors réfléchissons. Parce que là, il faut essayer de rassembler un petit peu pour simplifier. Donc j'ai un 4 fois 3 que je peux simplifier avec le 12. Il y a le 8 qui peut se simplifier avec le 8 qui est ici. Et puis ici, j'ai un 2 fois 3 que je peux simplifier ici. Donc 2 fois 3. Et donc ça va me donner 11 fois 5 fois 3 fois 7. Ce qui fait un nombre assez grand. Hein. Je ne vais pas terminer le calcul, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, ça donne un nombre assez grand. Et donc voilà, je ne vais pas m'amuser à faire le calcul de tous les tableaux de Young standard que je peux avoir de cette forme. Mais voilà, c'est une très jolie formule qui vous donne directement le nombre de tableaux de Young standard d'une forme donnée, si vous me donnez une forme lambda. Bien, et puis bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu du tableau, des tableaux de Young standard, je pense que maintenant c'est clair ce qu'on entend par tableau de Young standard, de forme lambda, la taille n étant la taille du partage qu'on regarde, et bien maintenant je vais pouvoir vous expliquer comment fonctionne cette bijection. Ou en tout cas cette famille de bijections. Et pareil, je vais faire un peu pareil, je vais vous expliquer comment ça fonctionne sur un premier exemple, et puis on va faire un deuxième exemple, et je vous laisserai vous amuser à essayer de le faire avant que je le fasse. C'est assez interactif, je pense, comme saison cette année. Enfin, en tout cas, je peux même dire cette année parce que j'ai l'impression que chaque année je fais une saison. Donc, je pense que cette saison est assez interactive pour vous permettre, vous, de manipuler les objets qu'on va introduire. Beaucoup plus facilement que dans d'autres saisons. Donc, vraiment, je vous inviterai à plusieurs reprises à essayer de faire les choses avant que je ne les fasse moi-même. Une fois que vous aurez compris comment les choses fonctionnent. Alors, je vais commencer par un petit exemple et je vais prendre n égale... Bon, on va faire un exemple quand même assez gros, 7. Je prends n égale 7 et je vais prendre une permutation. Alors une permutation, je le rappelle, on peut le représenter sous la forme de colonne. Hein. C'est pas un problème. Donc je vais le faire. Donc j'ai 1 qui est envoyé vers 2, 2 qui est envoyé vers 3, 3 qui est envoyé vers 4. On va essayer de changer. Alors 3 qui est envoyé vers 5 plutôt. On va dire 4 est envoyé vers 1. Ensuite on a... pas moi, 5 qui est envoyé vers, alors essayons 6, ou 7 même, 5 qui est envoyé vers 7, 6 qui est envoyé vers 4, et 7 qui est envoyé vers le dernier que j'ai pas écrit qui est 6. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Alors, commençons avec cette permutation. Voilà la permutation que je vous propose, hein, qu'on voit comme bijection. Je rappelle que les permutations peuvent se dessiner de cette manière-là. Et donc, comment ça va fonctionner? L'idée, c'est qu'on va faire une suite d'insertions lignes. RSN se réalise par une suite d'insertions lignes. Appelée insertion de Shenstedt, d'ailleurs. De Shenstedt. Alors, je vais faire un tableau, parce que je pense que ça vaudra 1000 mots. Et on va construire une suite de tableaux standards de Young. Enfin, tableau standard, pas vraiment tableau standard de Young, parce que c'est pas, ça ne va pas vraiment être rempli par les valeurs de 1 jusqu'à n, mais ça va être des tableaux, donc des remplissages, des partages, mais de façon à ce que ça reste strictement croissant selon les lignes, et strictement croissant selon les colonnes. Donc, je vais l'appeler celui-là Pn, enfin P, pas Pn, Pk, et ici Qk. Et ici, K correspondra à la colonne qu'on va regarder. Donc en fait, on va regarder les colonnes. Et pour chacune des colonnes, on va faire une opération. Donc on a la colonne 1, 2. Ensuite, on a la colonne... Alors je vais peut-être essayer d'utiliser des couleurs. Alors là,
chose folle, en combinatoire, on utilise des couleurs. C'est toujours comme ça d'ailleurs, hein, quand on fait de la combinatoire. On aime beaucoup utiliser des couleurs. Alors je sais pas si c'est distinguable bleu par rapport au noir, mais ça n'a pas d'importance. Tant que le bleu est distinguable par rapport au rouge, ça me suffira. Donc on a 2, 3. Bon, je pourrais être un peu plus efficace. Hein. On va essayer d'être un peu plus efficace. Donc je sais qu'il va y avoir 7 lignes à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc 3, 4, 5, 6, 7. Et le rouge, donc 2, 3, ici on a 5, ici on a 1, ici on a 7, 4 et 6. Alors comment va fonctionner cette bijection et donc comment on va compléter en fait ce tableau? Ici, je vais opérer pour chaque numéro rouge qui vont apparaître, je vais opérer à ce qu'on appelle donc une insertion ligne. On commence avec un partage vide. Je veux insérer 2 dans le partage vide. Eh bien, je le fais et directement, je vais avoir la case 2 qui apparaît. Donc, je vais avoir juste une case 2 pour la première étape. Ce que je vais faire pour QK ici, donc qui est donc juste là Q1, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement garder en mémoire ou enregistrer la nouvelle case que j'ai ajoutée avec le numéro qui est en bleu. Donc là, pour QK, je vais avoir une seule case où il va y avoir un 1. Pour l'instant, on ne voit rien de spécial, hein, juste on avance. Prochaine étape, on a un 3. Et on va comparer le 3 par rapport au 2. 3 étant plus grand que 2, on va mettre le 3 à côté du 2. Et ceci va nous donner le partage suivant avec le remplissage 2, 3. Ok. Là, la nouvelle case que j'ai ajoutée, c'est celle-ci. Et celle-ci, je vais donc l'ajouter à QK. Et je vais la numéroter avec le numéro qui se trouve ici. Donc, je vais mettre un 2. Je continue. Étape suivante, j'ai un 5. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le 5, il va se mettre à côté du 3, parce que le 5 est plus grand que 3. Donc, tant que je suis plus grand sur la ligne, on ne fait rien, on l'ajoute simplement. Et donc là, de l'autre côté, je vais avoir... Hop. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, il va se passer quelque chose d'intéressant à partir de là. Je veux insérer le 1. Le 1... bah, il n'est pas plus grand que 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher le premier endroit où je peux mettre le 1, et de façon à ce que ça reste strictement croissant. Et je vais donc prendre la valeur qui se trouve dans la case où je vais placer le 1, et je vais mettre un 1 à la place. Donc là, par exemple, le 1, pour que ça reste strictement croissant, il faut que je le mette à la place du 2. Donc ce qui va se passer dans l'étape suivante, c'est que je vais toujours avoir 3 cases ici. Donc là, je vais avoir un 1 à la place, 3, 5. Et donc, je prends le 2, et maintenant, la question c'est de l'insérer à la ligne suivante. Si la ligne est vide, bon bah je peux mettre directement la case. Mais si la ligne n'est pas vide, eh bien je reprocède de la même manière. Si la valeur que j'ai est plus grande, eh bien je l'ajoute juste à côté. Si par contre elle est plus petite que la plus grande valeur de la ligne, alors dans ce cas-là, il faut que je l'insère. Je prends la valeur qui va se trouver dans la case, et je vais la mettre à la ligne d'après. Donc là, dans cet exemple, la deuxième ligne étant vide, je vais tout simplement mettre la case ici. Maintenant, la nouvelle case que j'ai ajoutée, elle est là. Et donc, ça veut dire que je vais mettre un 4. Donc, j'ai 1, 2, 3. Et je vais mettre un 4 ici. Étape suivante, j'ai un 7. Le 7 est plus grand que 5 et je le mets à côté du 5. Alors, si vous voulez, vous pouvez essayer de vous amuser à terminer le calcul avant que je le termine. Hein. Donc, je vais avoir ça, puis j'ai un 2 ici. Et donc là, la nouvelle case, elle se trouve là. Je ne vais plus faire les cases hein, maintenant pour gagner du temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Étape suivante, je vais insérer le 4. Le 4, il n'est pas plus grand que 7, donc je vais la mettre à la place de la première valeur, de la valeur, de façon à ce que je garde une suite strictement croissante. Ici, c'est 5. Oui, c'est... Attends, je réfléchis 2 secondes, que je fasse pas de bêtises. Oui, c'est 5. Donc je vais remplacer 4 et mettre 4 à la place de 5. Donc je vais avoir 1, 3, 4, 7. Je prends le 5 et maintenant je veux l'insérer à la ligne d'après. 5 est plus long que 2, donc pas de problème, je mets 2, 5 comme ceci. Donc là, la nouvelle case que j'ai ajoutée, 4, se trouve ici. Et enfin, dernière étape, bon bah là je vais insérer le 6. Le 6, il n'est pas plus grand que 7.
Donc pareil, je cherche le premier endroit où je peux l'insérer de façon à ce que ça reste strictement croissant. Je vais l'insérer à la place du 7 cette fois. Donc oui, c'est vrai qu'il faut que je précise, à chaque fois qu'on fait l'insertion, ce qu'il faut faire, c'est remplacer toujours, donc on veut que ce soit strictement croissance, mais on veut toujours remplacer la valeur qui est plus grande à la valeur. Donc là, le 6, il va remplacer le 7 qui est ici. Donc là, je vais me retrouver avec 1, 3, 4, 7. Et je vais avoir un ici 2, 5, et je vais avoir... Alors c'est pas 7 que je vais mettre, c'est 6. Je vais y arriver. C'est 6 que je vais mettre ici. Et ici, je vais mettre 7. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7. Et voilà, j'ai donc terminé. J'ai terminé l'algorithme. Je viens donc d'arriver avec une paire de tableaux standards de Young. Hein. Vous pouvez constater que les deux tableaux que je viens d'obtenir sont bien des tableaux standards de Young, de même forme. Hein, la forme c'est lambda égale 4, 3. Et qui sont toutes deux de taille n, donc même forme c'est logique, de taille n, donc c'est en effet 7. Je suis arrivé à 7 cases. Donc, de cette permutation, RS m'a envoyé la paire, donc je vais le remettre en rouge et en bleu, donc 1, 3, 4, 6, 2, 5, 7, avec 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7. Donc voilà ce que vient de me faire la correspondance de Robinson-Chern-Sedlous. Alors maintenant la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut lire la chose à l'envers? Alors il faut regarder de plus près pour se rendre compte si en effet on peut lire à l'envers. Pour lire à l'envers, essayons, on va faire comme ça. Voyons si on arrive à lire à l'envers. Et je vais le juste faire dans cette étape-là. Je ne vais pas le faire sur toutes les étapes, je vais juste le faire dans cette étape-là, pour vous montrer. Pour lire à l'envers, vous devez vous servir de ce tableau-là, qui est un tableau en fait qui vous a permis de enregistrer les nouvelles cases qui arrivaient. La dernière case qui est arrivée, c'est le 7 qui est ici. Donc vous savez de toute façon que le bleu, c'est forcément 7. Et d'ailleurs ici, vous saurez forcément que c'est un 6, dans cet exemple. Donc, et on verra que dans le cadre généralisé, ça demandera un petit peu plus de recherche. Mais bref, ici, vous avez le 7 qui est arrivé en dernier. Très bien. Le 7 qui est arrivé en dernier, donc ça veut dire que vous avez eu cette case-là en dernier. Cette case-là, elle est montée. Donc elle vient d'une insertion. D'accord, il faut comprendre que cette case vient d'une opération d'insertion. Donc ça veut dire que ce 7-là, je vais l'enlever, puisqu'il est au bout de la ligne. Pas de problème. Je l'enlève. Et puis, il faut se poser la question, le 7, il se trouvait où là-dedans? Eh bien, vous n'avez pas le choix. Pour que ça reste strictement croissante, il faut le remplacer à la place du 6. Donc ça veut dire que l'étape d'avant, on doit avoir eu 1, 3, 5, 7, 2, 5. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise, ici c'est un 4. Et donc ça veut dire que ce qu'on a inséré, c'est donc le 6. Vous voyez? Alors maintenant, l'étape d'après, voilà, c'est pas dur. Hein. Pour le bleu, c'est vraiment pas dur, parce que c'est vraiment les cases qui ont été enregistrées au fur et à mesure qu'elles ont été ajoutées. Mais j'affirme qu'on peut vraiment retrouver toutes les valeurs suivant les étapes. Là maintenant, la nouvelle case qui a été ajoutée, c'est le 6 qui est ici. Donc je vais prendre le 5. Je sais que le 5 vient d'une insertion ligne. Donc le 5, je vais l'enlever. Et puis je me pose la question, en l'insérant sur cette ligne-là, où est-ce qu'il se trouvait pour que ça reste croissant? Et bien j'ai pas trop le choix, il faut qu'il se trouve ici. Alors c'est vrai que j'aurais pu avoir le choix avec le 7, mais encore une fois, il faut que je prenne la valeur qui est tout de suite plus petite que 5. Et là c'est 4. Donc ça veut dire que ça va prendre la place du 4. Et ça veut dire alors que la valeur que j'ai insérée ici, c'est 4. Puisque le 5 va rester là, et le 5 va reprendre la place. Vous voyez, on peut vraiment lire, hein, j'espère vous avoir convaincu avec cet exemple-là, ce début d'exemple-là, on peut vraiment lire la bijection à l'envers. D'accord? Grâce notamment à l'enregistrement des cases qu'on a de ce côté-là. Je vous ferai quand même signaler que en soi, les insertions lignes ne sont pas des bijections. C'est vraiment le fait d'avoir enregistré quelle case apparaissait à chaque étape qui nous permet de remonter petit à petit dans les insertions lignes et donc d'établir la bijection. Donc voilà le résultat et le théorème que je vais pouvoir maintenant énoncer. Théorème que j'avais énoncé rapidement sans vraiment expliquer pourquoi. Maintenant j'espère avoir été clair sur le pourquoi. Donc théorème. On a une bijection donc RSN,
pour tout n, pour tout n, RSN est une bijection. Alors, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Déjà, peut-être faire vraiment l'exercice sur un autre exemple. Je vous propose de faire ça, juste pour essayer de vous en convaincre encore plus que c'est bien une bijection. Et puis, une fois qu'on aura fait une réciproque, si vous voulez, de cette application, on va se poser la question sur l'énumération. Qu'est-ce que ça va impliquer sur l'énumération? Alors, faisons un exemple. Et ça va être votre exercice. Déjà, vous aviez l'exercice de compléter le tableau. Maintenant, l'exercice va être le suivant. Je vais partir d'une paire de tableaux et je vous invite à réfléchir par vous-même avec quel partage j'ai démarré. Et je répète qu'à chaque fois qu'on va à l'envers, quand on fait l'insertion, il faut se poser la question, ok, c'est quel entier qui se trouve tout de suite plus petit? Quand on fait l'insertion dans le bon sens, c'est l'entier qui est tout de suite plus grand qu'on remplace. Quand on fait l'insertion à l'envers, hein, donc c'est-à-dire qu'on enlève finalement, eh bien la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'entier qui est tout de suite plus petit à la valeur que nous avons sous la main. Bien, alors les tableaux que je vais vous proposer, là vraiment j'invente un peu au feeling, les tableaux que je vais vous proposer, je ne vais pas proposer des tableaux trop grands, je vais faire encore 7, je pense que ça sera très bien, donc je vais proposer 1, 3, 4, disons 2, qu'est-ce que je peux faire? On va faire 6, 7, 5. Donc voilà le tableau rouge que je vous propose et le bleu, on va dire, ça va être 1, 2. Qu'est-ce que je peux proposer? Peut-être 3, 4, 5. Bon, ça fait... Ouais. Je vais mettre 5 ici. 6, 7. Voilà, j'ai choisi des tableaux de Young standard un peu au hasard, mais il faut que les deux soient de même forme. Okay, et j'affirme qu'on est capable maintenant de remonter. Donc je vous invite à, par vous-même, faire une pause et essayer de remonter ce tableau et ainsi en déduire la permutation associée à cette paire de tableaux de Young standard. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est pas un exercice, encore une fois, c'est pas un exercice très difficile à condition que vous ayez bien compris comment la bijection fonctionne. Donc, je regarde ce partage-là. Ce partage-là, bon, c'est pas très difficile de savoir quelle est la suite de partage qui va apparaître ici. Donc je vais tout de suite le faire. 1, 2, 4, 3, 5, 6. 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4. Ensuite, on a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Bon, ça, c'est pas très difficile de voir quelle est la suite de partage. Et c'est pas très difficile non plus de savoir quelle est la première valeur qu'on doit mettre. 6, 5, j'essaie d'être raccord, 4, 3, 2, 1. Donc c'est pas très difficile de savoir ces valeurs-là. Maintenant pour le rouge, ça va être un peu moins facile. Donc je sais que c'est cette case-là qui a été insérée en dernier. C'est donc un 7 qui a été inséré en premier. Ok? Enfin en dernier du coup. C'est donc le 7 qui est ici. Je prends le 7. Et je dois l'insérer à la ligne d'après, puisque ça veut dire qu'elle vient d'une insertion ligne. On voit qu'il y a le 4 ici, qui est tout de suite plus petit que 7. Donc ça veut dire que à l'étape d'avant, j'avais 1, 3, 7, 2, 6, 5. Et donc ça veut dire que la valeur qui a été insérée ici, c'est donc le 4, la valeur qui vient de disparaître. Étape d'après, j'ai le 6 qui est ici. Le 6 qui est ici correspond au 5 qui est ici. Donc je prends mon 5. Je sais que ça vient d'une insertion ligne. Donc je regarde la ligne d'avant et je regarde la valeur qui est tout de suite plus petit que 5. Il y a le 2. Donc ça veut dire que je dois mettre un 5 ici, alors je vais commencer à écrire, on a donc 5, 6 ici, je prends maintenant le 2, et je regarde la valeur qui est tout de suite plus petite que 2, et bien il y a 1, donc ça veut dire que je vais avoir 2, 3, 7 ici. Et donc ça veut dire que la valeur qui a été insérée de cette étape à cette étape, eh bien c'est un 1. Et vous pouvez vous amuser à vérifier que si je mets 1 là-dedans, je vais prendre le 2, en effet, je vais l'ajouter à la ligne d'après, je vais prendre le 5, et le 5 va passer en dessous. Donc tout va bien. Je continue. Donc ensuite, la case qui s'en va, c'est le 5, c'est le 6 qui est ici. Je prends le 6, pareil, je vais un peu plus vite maintenant. 6, je prends le 3, ok. Donc ça veut dire que c'était un 3 qui était inséré. Et à la base du 3, je vais en remettre un 6. Donc on a 2, 6, 7 et 5. Ensuite, l'étape suivante, c'était un 7, le 7 qui est apparu. Le 7 est plus grand que 6, pas de problème. Bon très bien, ça veut dire que j'avais un 7 ici. Et donc ici, je vais avoir 2, 6, 5.
L'étape d'après, j'avais un 3, donc ça veut dire que c'est le 5 ici, le 3 est ici, donc le 5 que je dois prendre ici, vient d'une insertion ligne. Qu'est-ce qui est tout de suite plus petit que 5? Bah, c'est le 2 qui est ici, donc ça veut dire que le 5 était là. Et donc ça veut dire que ce que j'ai inséré, c'est un 2, et ici j'avais avant 5, 6. Puis, bah, je pense que c'est assez clair que ça va être le 6. Et donc ici, c'est un 5 que j'ai inséré. Et voilà, j'ai donc ma permutation. La permutation était donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai 5, 6, 2, 7, 3, 1, 4. Et voilà. Et maintenant, je vous invite, si vous avez compris l'insertion ligne plus que l'inversion, eh bien, je vous invite à repartir de cette permutation et refaire les calculs et vérifier qu'en effet, eh bien, on retombe bien sur la paire de tableaux de Young standard, enfin la paire de tableaux de Young standard de même forme qu'on avait au départ. Voilà, j'espère qu'en ayant fait l'exercice dans l'autre sens, je vous ai convaincu que c'était bien une bijection. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter d'autre? Alors oui, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est depuis tout à l'heure, on parle d'insertion ligne. Est-ce qu'on aurait pu faire la même chose avec des insertions colonnes? La réponse est oui, on peut faire la même chose avec des insertions colonnes, sauf que cette fois-ci, on ne va plus parler de la correspondance de Robinson-Chastelnuss, mais on va parler de la correspondance duale de Robinson-Chastelnuss. Et il y a des liens entre les deux, d'accord? Il y a des liens entre le résultat du dual et le résultat classique, donc suivant si on le fait en ligne ou en colonne. Je ne vais pas en parler davantage, mais sachez que ça existe. Un autre truc intéressant, c'est que les longueurs des partages correspondent exactement aux longueurs maximales des suites croissantes qu'on peut lire en suivant le partage, la permutation, je veux dire. Donc là, par exemple, ça me dit que la première ligne étant de longueur 3, ça veut dire que je ne peux pas trouver, en suivant les entiers dans cet ordre, je ne peux pas trouver une suite plus grande que 3, une suite d'entiers croissants plus grande que 3. Et donc bah, si vous regardez bien, en effet je peux faire 5, 6, 7, ça marche. Est-ce que je peux faire autre chose? Bah, je peux faire 2, 3, 4, ça marche aussi, mais j'ai pas autre chose. Et donc bon bah ça veut dire que je peux retirer la suite la plus longue, hein, peu importe, là il y en a 2 qui marchent. Donc là je peux enlever 5, 6, 7, et après, une fois que je les ai enlevés, quelle est la deuxième suite la plus grande que je peux avoir qui reste croissant? Eh bien c'est 2, 3, 4. Et donc bah, ça veut dire que la deuxième part du partage, c'est 3. Puis la dernière part, bah, il n'y a plus qu'une seule valeur, bah, c'est 1. Je vous faites-le l'exemple ici, hein, c'est vraiment pas dur. Ici, cherchez, voyez que la plus longue suite que vous pouvez faire croissante en suivant les valeurs de la permutation, elle est de longueur 4. Alors si on cherche un petit peu, on devrait pouvoir la trouver. Bah, par exemple, on voit 2, 3, 5, 6. Voilà, bah, ça marche. Est-ce qu'il y en a une autre? Je vois difficilement, on peut difficilement faire une autre. Donc voilà, 2, 3, 5, 6 permet de réaliser la suite de longueur 3 qui est croissante. Et puis bon, après, alors faut regarder ce qui reste, et normalement le reste doit correspondre à une suite de longueur 3. Alors peut-être que ça veut dire qu'on pourrait trouver une autre suite croissante, je suis en train de me poser la question. Parce que là, ça n'a pas l'air de marcher aussi bien que je le voulais. Bon, ça arrive. Ok, alors réfléchissons. Donc normalement ça devrait marcher. 1, 4. Ah oui, je pouvais faire. Oui voilà, ça y est, je l'ai. C'est parce que j'ai pas choisi la bonne suite. Donc une suite qui marche mieux, c'est 2, 3, 5, 7. Voilà. Donc si vous prenez 2, 3. Donc ça, on voit que ça dépend vraiment de la première suite qu'on prend. D'accord? Donc là, la première suite qu'on prend, on pouvait prendre 1, 3, 5, 6. Mais on pouvait prendre aussi 1, 3, 5, 7. D'accord? Donc ces deux suites sont de longueur 4 maximale, mais celle qui permet de maximiser la longueur de la deuxième suite, et qui est donc disjointe de la première, c'est en prenant 2, 3, 5, 7, et ce qui reste, vous voyez, vous avez 1, 4, 6, qui est une suite croissante de longueur 3. Voilà. Donc vraiment, les longueurs des partages sont données, en fait, par les longueurs de suite les plus grandes qu'on peut avoir de suite d'entiers. Donc la première suite d'entiers croissante qu'on peut avoir dans la sigma, ensuite la deuxième suite d'entiers croissante, etc. C'est les plus grandes valeurs qu'on puisse avoir, et ça nous donne les partages en fait qui sont associés. Donc la forme de notre tableau de Young standard qu'on va obtenir à la fin. Il y a pas mal d'autres trucs sympas à savoir aussi, un lien avec aussi la transposée. Donc en effet, si on voit sigma comme finalement une matrice, hein, on peut voir ça comme une matrice de valeur 0, 1. On a 1 si on a i qui est égal à sigma j, des choses comme ça. Pardon, on a j qui est égal à sigma i.
des trucs comme ça. Et si on voit ça avec les matrices, eh bien, il y a un lien entre la transposée de la matrice associée et le résultat qu'on va avoir ici. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essentiellement échanger les rôles des deux tableaux, si ma mémoire est bonne. Il y a des trucs comme ça, il y a des trucs aussi liés à l'inverse, bref. Pas mal de trucs sympas. Et donc le dernier résultat que j'aimerais énoncer, c'est un résultat d'énumération qui vient très directement de la bijection. Vraiment, c'est presque direct, c'est automatique. Ok. Donc, alors ça peut porter plusieurs noms. Je pense que ça s'appelle identité de Frobenius ou formule de Frobenius. Quelque chose comme ça, qui fait intervenir, et en fait c'est une formule qui vient vraiment de la théorie des représentations de groupe. Donc c'est très joli comme formule. Je vais l'écrire. La formule dit la chose suivante: n factoriel, c'est égal à la somme sur lambda partage de n du nombre de tableaux standards de Young de forme lambda. Et ça au carré. Alors, réfléchissons un instant. On vient d'effectuer, donc c'est ça l'identité de Frobenius, on vient d'effectuer une bijection entre les permutations de 1n et les paires de tableaux de Young standard de même forme de taille n. Si on réfléchit un instant, eh bien l'égalité que je vais décrire ici vient tout simplement de l'énumération qu'on peut faire de part et d'autre des ensembles qui sont en jeu. Sn, c'est n factoriel. J'espère que vous êtes convaincus de ça, c'est un résultat classique de classe préparatoire. Si vous ne l'êtes pas, c'est un très joli exercice à faire. Et puis pour les paires de tableaux de Young standard, de même forme, vous prenez un lambda. Le lambda, il doit être de taille n. Donc ça veut dire que ça doit partitionner n. C'est ça que ça signifie cette notation. C'est-à-dire que lambda partitionne n. Ok. Et puis, vous devez donc prendre une paire. Ok. Et vous devez prendre une paire de tableaux standards. Donc ça veut dire que le premier, vous devez choisir un tableau standard de forme lambda. Et le deuxième, vous prenez un tableau standard de la même forme. Donc ça veut dire que... Et les choix sont totalement indépendants. J'espère vous avoir convaincu avec l'exemple inverse que j'ai fait. J'ai choisi au hasard mes deux tableaux de Young standard, et à la fin j'ai pu donner une permutation. Donc vraiment, vous faites un choix indépendant, et donc vous avez combien de choix pour le premier tableau standard? Donc vous avez cette valeur-là. Vous avez combien de choix pour le deuxième? La même valeur. Comme les choix sont indépendants, vous faites un produit. Donc pour chaque lambda, vous avez ce truc-là qui apparaît, et vous faites la somme. Et ben voilà, donc c'est de là d'où vient la formule cette formule, en tout cas une façon de prouver cette formule, c'est vraiment une conséquence directe en fait de cette bijection. Et il faut savoir, et je pense que ça va être sympa de savoir, que c'est vraiment tiré de la représentation de groupe. En fait, cette formule, c'est vraiment en fait une formule sur les représentations de groupe du groupe SN. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais juste dire qu'une somme de carrés, pour ceux qui sont habitués, ça devrait vous faire penser à une somme de dimension des représentations d'un groupe mis au carré. Et ça arrive très souvent quand on veut décomposer, par exemple, suivant certains caractères, des représentations d'un certain groupe. Et bien ça arrive très, très fréquemment dès que vous avez affaire à une permutation SN. Et c'est un exercice très classique de le faire pour n égale 4. Parce que n égale 4, vous avez des caractères qu'on peut calculer sans trop de difficulté. Et si on regarde la dimension de ces caractères, alors pour 4, ça fait 24. Est-ce que j'ai une connerie? Oui, c'est ça, ça fait 24. Et je crois que normalement, on doit pouvoir avoir une somme... Je ne sais plus si c'est 4 qui est... Je crois que l'exercice classique, c'est plutôt de le faire avec 3. Et avec 3, normalement, on doit avoir un caractère de dimension 2 et 2 caractères de dimension 1, ou comme ça, enfin 2 représentations de dimension 1 et une représentation de dimension 2, irréductible, je précise. Et donc ça fait 2 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, qui fait 6 et qui fait 3 factoriels. Donc oui, l'exercice classique, c'est de le faire avec n égale 3. Et donc en effet, le 6 factoriel va venir du 2 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Et en fait, ça vient de quoi en termes de partage? Eh bien, en termes de partage, vous avez celui-ci, vous avez celui-là, et vous avez celui-là. Et le nombre de tableaux standards de Young qu'on peut faire pour chacun, c'est exactement 1, 1 et 2. Et ces partages, on peut vraiment les associer, les formes des partages. Je vous avais dit que c'était en bijection avec les classes de conjugaison
dans SN. Donc les classes de conjugaison des permutations dans SN. Eh bien, on peut aussi faire un lien avec les caractères. Ça serait donc, ou les représentations. Ça, c'est la représentation triviale. Ça, c'est la... Alors, je sais plus, il y en a un des deux, c'est toujours une question de transposition ou de conjugaison, bon bref. Mais il y en a un des deux, c'est le trivial. Il y en a un des deux qui est la signature. Et puis, le fameux caractère de dimension 2, il est représenté par ce partage-là. Et en fait, les partages permettent vraiment de représenter les représentations du groupe SN. Et donc ça aussi, c'est en fait le fait de faire un choix de tableau standard de Young, ça permet vraiment de préciser quelle est la permutation qu'on choisit. Hein, c'est vraiment, elle vient pas de nulle part cette bijection. Cette bijection, elle vient vraiment de l'étude des représentations du groupe SN. Voilà, alors j'espère que vous avoir bien piqué la curiosité sur toutes ces affaires-là. Je ne vais pas rentrer davantage sur les détails, sur les représentations. Je vais vous mettre des petites références en description s'il y a 2-3 trucs qui vous piquent la curiosité, soit d'un point de vue combinatoire, soit d'un point de vue représentation de groupe. Peut-être que les représentations de groupe seraient quelque chose à exploiter dans un mini-cours qu'on pourrait faire prochainement. Alors prochainement, c'est vite dit, mais dans un futur mini-cours, on pourrait éventuellement parler un peu de représentation de groupe, et notamment du groupe SN. Je pense que ça fait partie des choses assez intéressantes pour les élèves de classe préparatoire, même juste pour de la connaissance générale, et même pour ceux qui préparent la grecque, bien sûr. Mais voilà, je me dis pourquoi pas en parler un peu plus dans ce cadre-là. Ici, je veux vraiment rester dans un cadre combinatoire, donc on va pas rentrer trop en profondeur sur les représentations pour l'instant. On en parlera un petit peu, mais d'un point de vue représentation d'algèbre, plus tard, parce qu'il va falloir que je vous fasse des rappels sur des choses que j'ai déjà racontées en saison 1, mais comme j'ai dit, j'insiste pour que les saisons soient indépendants les uns des autres, donc je vais devoir faire du rappel là-dessus. Bref, beaucoup de choses sympathiques. La question maintenant que vous pouvez vous poser, c'est comment on généralise cette correspondance, et ça va être tout l'objet de l'épisode suivant du coin recherche. Je m'arrête donc ici pour ce deuxième épisode de cette saison 3. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. Ça fait toujours plaisir de discuter mathématiques avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. Et de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!